Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Hey! Bienvenue dans le trio économique, le podcast où Vincent essaie de vous endormir et moi de vous garder réveillé. Alors, quoi? C'est pas ça? Toujours de la grande générosité de chez Yann. Il faut être honnête avec soi-même, Vincent. Là. Hey, aujourd'hui, tu as eu une idée assez folle pour le podcast. C'est les 3 grandes idées dans lesquelles tu es clairement minoritaire dans ton champ de pratique. Comme si tu n'étais pas assez marginal, tu te dis aujourd'hui, je vais prouver à tout le monde que je le suis pour vrai. Ben, Comment Patrice Roy qualifierait ses idées si tu avais en entrevue avec Daniel Croton? C'est ça qu'il faut. écoute, je sais pas si. Je pense que moyennement Daniel Croton serait laissé derrière. Là. Vous êtes un radical, vous. Très bien. On est en train de s'arranger que tu te fasses plus jamais réinviter. Ah, mais c'est correct. Mon temps a de la valeur, puis si je pouvais le passer à faire autre chose que de parler à des gens qui ne me comprennent pas. Je vais parler à des gens qui s'endorment en essayant de me comprendre. Non, mais je les garde réveillés, je te l'ai dit. C'est quand même... Non, mais pour vrai, au fil des podcasts, les gens qui ont écouté attentivement se sont aperçus que tu as répété quand même assez souvent la phrase suivante. Là, bon, là, ce que je t'avais de dire, là, parmi les économistes, on ne s'entend pas tout à fait, mais voici le range d'idées à l'intérieur duquel il y a un débat. Puis là, pour nous autres qui est externes à ça, on se dit, OK, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de débat tant que ça sur cette question-là. C'est vraiment sur un degré, ou en tout cas, on s'entend pas jusqu'à quel point, un peu comme quand on parlait de la taille de l'État, tu disais, ben, dans les économistes, il y en a qui disent c'est tant de %, d'autres disent c'est tant, mais tout le monde s'entend pour dire que le Québec a depuis longtemps dépassé le range à l'intérieur duquel le débat s'opère. Là. Donc, il n'y a pas personne qui pense que cette taille-là est optimale. Il y en a qui disent que c'est 20 %, d'autres 25 %, d'autres 30 %, mais le genre 49 % du Québec, ou je ne sais plus trop, il n'est pas dans aucune discussion. Là. Exactement. Mais là, ce qu'on est à veille de parler, c'est des positions qui sont externes à ces débats-là ou qui sont comme à la marge, dans le fond. C'est 3 sujets sur lesquels je te dirais que je fais partie clairement d'une minorité d'économistes. Donc, celle-là, parmi les économistes, c'est pas une opinion qui n'est pas respectée, ce que je vais dire. En fait, souvent même, les gens l'acceptent comme un argument valide, mais c'est trop extrême pour qu'on y pense trop. Puis est-ce que c'est un peu comme ce que tu as dit la semaine passée, là, quand on parlait des tarifs de Herbert Hoover? Tu disais, ben, il y a des gens en économie qui défendent l'idée que c'est ça qui a créé la crise de 29, mais c'est pas une position dominante. Là. Exactement. Donc, un exemple d'une position comme ça. Moi, je ne sais pas, par exemple, sur celle-là, où est-ce que je couche exactement. Mais t'as vu que ça a été repris par le journal, ça? Oui, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont écouté et qui n'ont rien compris. C'est ça. Mais ça ressemblait à quelqu'un a tapé dans Google tarif, guerre mondiale, puis il est tombé là-dessus, genre. Probablement. Mais pour ceux qui se posent la question, c'est parce qu'il y a un article dans le Journal de Montréal qui est sorti en fin de semaine qui disait la Grande Dépression et les tarifs. Puis il y avait un petit moment d'histoire et rien de ce moment-là ne s'est vraiment passé, du moins tel que décrit par le journal. Mais dans l'épisode de la semaine passée sur les tarifs, on avait mentionné qu'il y a une position minoritaire que les tarifs de 1929/1930, parce qu'ils sont votés en 29, signés en 1930, que c'est eux qui initient
la contraction monétaire et qui mène à la Grande Dépression. Donc, que tu pars du tarif à la Grande Dépression, ce n'est pas un facteur aggravant, c'est le facteur causal. Cette position-là, je te dirais que j'ai rencontré un de mes collègues ici, la défend à Mason, Tom Rustisi, et je pense que j'ai rencontré 3 autres personnes dans ma carrière ou des travaux de 3 autres personnes qui défendent ça dans des journaux respectables, mais clairement une position très, 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 très minoritaire. Okay. Donc, c'est des genres d'affaires comme ça que je vais parler aujourd'hui. Parfait. Donc, je te laisse commencer par le premier ou le troisième, là, selon l'ordre que tu veux les présenter. Ben écoute, le premier, c'est la question de taxation. Le point qui est fait généralement, puis tu vas voir ça, c'est l'opinion le plus commun, c'est qu'il faut taxer des choses qui sont inélastiques puis qui sont le plus vastes possible. Donc, c'est pour ça que tu vas dire on a la taxe. Quand tu vas entendre ça souvent, tu entendais ça souvent de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, la gang préférée à Yann, qui n'a jamais trouvé une taxe qu'il n'aimait pas, comme il dit. Mais la gang de Sherbrooke disait souvent que la moins pire des taxes, c'est la taxe à la consommation parce qu'elle crée le moins de coûts économiques. Oui, c'est un mantra de leur côté. C'est ça. Mais ça, c'est très communément partagé chez les économistes. Puis la raison pour ça, c'est parce que tu as une base très, très large. Et quand tu as une base très, très large, les gens ne peuvent pas changer de marché. On pourrait dire que le premier palier d'imposition sur le revenu, c'est un peu ça aussi. La base ne peut pas être plus large que ça, quasiment. Là. Exactement. L'idée, puis je ne sais pas si on veut faire des graphiques, mais j'en ai un, c'est que plus la base de la taxation est large, donc c'est-à-dire que tu n'exclus rien, bien, le plus tu minimises les distorsions de la taxe. Puis pour les économistes, ça a un nom bien plate, ça s'appelle la perte sèche. Fait que plus tu as une base large, plus tu minimises la perte sèche, dead weight loss en anglais. Puis ça, c'est le coût de la taxation parce que, ben, si, mettons, demain matin, on disait on va taxer seulement le lait, ben, le coût économique de la taxation, c'est pas les revenus que l'État collecte, c'est que les consommateurs, ils vont avoir moins de ventes. Fait que moins de ventes, moins d'échanges, une économie plus petite. Mais aussi, les gens vont dire, ben, au lieu d'acheter du lait, je vais acheter quelque chose que j'aime un peu moins que le lait. Donc, tu vas avoir de la substitution vers des second best ou third best. Puis les gens vont choisir des choses qu'ils n'aiment pas autant. Vive le Pepsi. Ben, mais pourquoi le raisonnement qui est à la base de tout ça serait qu'une bonne taxe, c'est une taxe auquel les gens ne peuvent pas échapper? Moi, je n'accepte pas cette prémisse-là. Ben, tu vois, c'est là. Pour moi, c'est totalement immoral comme raisonnement. Ben, sans même faire appel à la moralité, la raison pourquoi on dit ça, c'est parce qu'on a la prémisse comme économiste que l'État va rester à sa taille optimale. C'est que si tu dois financer pour n'importe quel niveau de financement que tu veux donner à l'État, tu devrais choisir la taxe qui est la moins détrimentale. Et la taxe qui est la moins détrimentale, c'est celle qui est la taxe la plus vaste, la plus large possible, mais aussi celle qui est appliquée sur des demandes ou des offres qui sont très inélastiques parce que. Mais la gauche, la gauche te dirait pas au contraire que c'est juste. Si tu limites ça au moins de gens possible, les très riches, c'est ça une taxe efficace. Ben, c'est là que tu vas voir qu'une de mes positions, c'est que. Puis là, des gens pourraient dire que je suis de gauche. Je peux défendre pas mal. Allez, commets-toi. Non, mais je pourrais défendre. Le recorder est parti, mon frère. Oui, la réponse que je vais donner, c'est que. Ça va être dans le con, ça. C'est pas le bon critère pour quelle taxe est la moins pire des taxes. La meilleure définition, c'est que tu ne devrais pas essayer de minimiser la perte sèche. Donc, ce qu'on appelle souvent le triangle, parce que c'est l'idée que tu réduis de l'activité économique. Puis pour le montrer aux gens, là, je vais devoir faire un share screen. Puis oui, vas-y. Je voulais, pardonnez-moi de devoir mettre des graphiques puis de vous emmerder avec ça. Mais là, le graphique ici, les gens, ce qu'il faut que tu vois, c'est que, puis si tu pars de la gauche, tu as une petite taxe. Puis la taxe, ce que tu fais, c'est que si, mettons, avant, tu consommais la consommation ou est-ce que la demande puis l'offre s'égalisaient, la taxe qu'elle fait, c'est qu'elle dit, bien, le consommateur doit payer tel prix quand il l'achète. Donc, tu as un prix plus haut que le marché. Mais ce prix-là, c'est pas le consommateur va payer ça, mais le producteur n'a pas ce prix-là. Le producteur va devoir payer une partie de la taxe. Et c'est là que tu as les revenus que l'État collecte. Fait que tu as moins de quantités qui sont vendues. Fait que là, pour le graphique, les gens, tu vois que la quantité baisse de Q0 à Q1.
et que le prix que le consommateur paye est plus élevé, le prix que le producteur reçoit est plus bas, tu as un transfert qui se fait vers l'État et le petit triangle gris, c'est le coût de la taxation. Et plus la taxe est élevée, plus le triangle devient gros, donc plus la taxe... Fait que la perte vaginale sèche, c'est le triangle? C'est ça, c'est le triangle. Je vais laisser ta joke de côté. Que j'ai fait. Mais t'as mis un mot là qui va probablement pas passer sur la monétisation YouTube. Mais l'idée, c'est que les économistes vont dire qu'il faut que tu aies une petite taxe qui minimise ce triangle-là, puis tu vas avoir la courbe la base la plus large possible, parce que si la base est large, les gens ne vont pas pouvoir s'échapper facilement. Puis l'idée, c'est que tu vois ici, ça c'est pour les mêmes quantités. Il y a un esprit un peu spécial pareil. On essaie de faire un piège, puis les gens ne peuvent pas s'en échapper. Mais tu vas voir pourquoi ma réponse est très minoritaire par mes économistes. Ce que je dis, ce que je suis en train de décrire, c'est la position standard, puis la déviation que moi j'ai est absolument extrême. Du reste de la profession. Puis chaque fois que je challenge mes collègues, je pense que j'en fais bouger un de temps en temps, puis ils sont là comme Chris, j'ai eu l'argument de Vincent, parce que je pense qu'il est absolument bon. Là, non, mais j'adore ton humilité. Non, j'ai réussi à... Il y a une personne, je vais en parler dans 2 minutes, elle était tellement... Je l'ai tellement fait chier avec mon argument qu'elle était là, j'ai pas de réponse, puis j'étais là, si, je le savais que je l'avais. Mais ici, la chose que je veux montrer, c'est que l'autre chose, c'est que plus la courbe, elle est à pic, ça veut dire que plus elle est inélastique, bien, plus le triangle devient petit. Tu vas changer qui paye la taxe en termes de proportion. Ouais. C'est celui qui peut répondre le moins qui paye la plus grande portion. Mais si la réponse est très petite des deux parties, bien, le coût de la taxe est très, très bas. Fait que si tu veux financer X, tu as besoin de X montant de revenus, bien, tu choisis la taxe qui crée le plus petit triangle possible, la plus petite perte sèche. Puis les gens vont dire, bien, ça, c'est la meilleure manière que l'État minimise sa présence dans l'économie. Puis ça fait parfaitement du sens. Le problème, c'est que si tu reviens à l'autre graphique, le petit rectangle vert qui est les revenus de l'État, les gens pensent que c'est une bonne chose. Mais c'est pas une bonne chose. Les revenus de l'État, c'est... Parce que... C'est pas si bien utilisé, généralement. Ben, c'est non seulement que c'est pas si bien utilisé que ça, c'est parce qu'il faut que tu penses pendant 2 secondes que le politicien, quand il voit des revenus, il voit des rentes. S'il voit des rentes, il voit des mauvaises choses qu'il peut faire. Fait je me trompe, ton argument est un peu comme celui de la courbe de Laffer. On nous présente toujours la courbe de Laffer comme si l'objectif était de maximiser ou d'optimiser les recettes fiscales de l'État. Exactement. Tu devrais pas. On s'entend, juste de baisser les niveaux de taxation pour se rendre à l'optimal de l'affaire, déjà là, ça serait quand même plus intelligent que la situation actuelle. Tout le monde comprend ce bout-là. Mais ton point, toi, est toujours de dire, ben, pourquoi maximiser les recettes de l'État au juste? C'est pas comme si l'État s'en servait bien de l'argent. C'est peut-être pas un objectif qui est louable de maximiser les recettes de l'État. Non, au contraire. Puis le point que je fais, c'est même pire que c'est même plus endommageable que ça. C'est parce que si un politicien voit une belle boquette d'argent puis que les gens ne peuvent pas s'enfuir, il ne va pas nécessairement le dépenser sur des choses qu'on pense que l'État devrait naturellement faire parce que le marché ne peut pas le faire, comme la défense, la police, les cours de justice. Il pourrait se dire, ben, je pourrais maintenant prendre cette espèce de revenu-là puis en faire des nananes pour des amis. Fait que le problème, c'est que plus la base de revenus, elle est vaste et sur des biens inélastiques, ben, tu es en train d'encourager le politicien à faire des mauvaises choses. Alors moi, je dis complètement l'inverse du reste de la profession. Tu devrais taxer des choses avec la plus petite base possible, dans laquelle les gens peuvent s'échapper le plus facilement possible, et auxquelles les gens sont le plus sensibles possible. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'État ne peut qu'augmenter ses revenus en augmentant la taille de la tarte économique. Ça veut dire qu'il faut qu'il produise des choses que sans lui, il n'y aurait pas eu autant de production. Ça veut dire de la police, ça veut dire des cours de justice. En fait, quand tu produis un système légal et de justice de haute qualité, tu augmentes la confiance des individus à établir des contrats, la confiance des individus à circuler librement dans les rues, à faire du commerce librement. Donc, c'est bon pour l'économie de ces trucs-là. Fait qu'un système de justice bien financé, un système de loi bien financé, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. C'est obligé d'être un hôpital? La réponse, c'est probablement non.
Ce serait mieux de laisser ça au marché, éventuellement. Exactement. Ou tu n'as pas besoin de subventionner des programmes de lunch pour les enfants ou des salaires pour des travailleurs syndiqués dans le secteur public. Tu dis, ben, puisque le contribuable peut s'échapper facilement, ben là, l'État est obligé de prendre chaque dollar pour le dépenser le mieux possible pour que le contribuable se dise, ben, j'ai pas vraiment, je sais que c'est moi qui paye, mais on a finalement les choses qui nous rendent plus riches. Donc, Imagine, la police, la justice, etc. Pousse l'argument plus loin puis applique-le au système canadien. Moi, ce que je trouve absolument contre-productif dans le système de taxation canadien, c'est que le fédéral taxe quand même une forte proportion de l'assiette, mais c'est pas lui qui donne le plus de services aux citoyens. Il y a beaucoup de cet argent-là qui est taxé au niveau fédéral, qui est redistribué au niveau municipal et provincial et qui est dépensé par ces politiciens-là qui n'ont pas eu à subir l'odieux d'avoir taxé de leur côté. Puis la raison pourquoi on taxe autant au niveau fédéral, c'est qu'on se dit, ben justement, il faut toucher le plus de Canadiens possible, et l'équité entre les provinces, blablabla, les provinces sont plus riches, sont plus pauvres. Fait que on veut mettre une équivalence de ce côté-là, mais en réalité, avec la Constitution canadienne, le fédéral n'a pas grand-chose à s'occuper. Fait qu'il se retrouve à prendre une grosse portion de l'assiette fiscale et de la redonner aux politiciens en dessous de lui qui passent leur vie à quêter, autrement dit. Moi, je trouve que ce système-là est encore pire que ce que tu décris là. Dans le sens que... Puis la conclusion de ce que tu dis, Yann, je suis sûr qu'on pourrait chiffrer ça, peut-être ça a déjà été fait, c'est que ça limite en fait la mobilité interprovinciale. Parce que tu as beaucoup moins d'incitatifs à changer d'endroit pour changer tes conditions de vie, puisque c'est le palier supérieur qui applique à tout le monde à peu près les mêmes recettes, puis qui la redistribue. Exact. Mais moi, le danger que je vois avec les taxes très ciblées sur des trucs circonscrits, c'est que là, après ça, il y a des petits politiciens malins qui arrivent et disent « Hey, mais si au lieu de se servir des taxes comme rentrée d'argent, on s'en servait comme instrument pour shaper les comportements des gens. » C'est comme ça, ben, plutôt que de vous interdire d'utiliser tel truc, ben, on va juste vous les taxer massivement, plutôt que de vous dire que vous n'avez plus le droit d'avoir, je sais pas, une fournaise au mazout, on va vous sacrer une taxe dessus pour shaper vos comportements. Puis ça, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'immoral en arrière de ça. Mais tu vois, le problème, c'est que les économistes se disent, pour avoir tel niveau de revenu, on devrait avoir ce type de taxation-là. Moi, je dis, pour avoir ce type de service, il faut que tu choisisses le type de taxation. Fait que si tu veux garder un État qui fait les choses qu'il est supposé faire et les choses qu'il ne touche pas, les choses qu'il ne peut pas faire, tu dois choisir des taxes que les gens peuvent s'échapper facilement. Fait que, par exemple, dans un cas concret, comment ça marche sur Caribbean Island avec Vincent Geloso comme roi suprême à la tête? Donc, il y a des fonctions régaliennes de l'État des Caraïbes. Arrête. Non, mais c'est vrai. Là, c'est financé par une taxe. Quelle taxe finance ton État régalien? Un exemple classique, ça serait des taxes sur les produits de luxe. Donc, je mettrais juste, pour tous les gens riches, des bateaux, des yachts, je mettrais une taxe de vente sur... Les steaks? Non. Des raisons personnelles. Ça suffit! Mais, à fin pratique, oui, des choses comme des biens de luxe. Pourquoi? Parce que les gens plus riches peuvent se déplacer plus facilement. Et donc, tu es en train de créer une base fiscale qui peut répondre aux abus de l'État et donc de s'échapper. Ça serait un exemple de choses comme ça. Fait que c'est pour ça que, paradoxalement, quand les gens me posent la question, c'est quoi la moins pire taxe pour moi? Des taxes de vente sur des produits de luxe uniquement, c'est probablement que, oui, OK, t'as plus, le triangle est plus gros, mais le revenu ne peut plus être considéré comme une perte sociale. Parce que là, il n'y a pas une partie des revenus qui est mal dépensée. Puis on s'entend dans ta tête. D'intérêt. Dans ta tête, une taxe sur les produits de luxe, c'est pas 40 000 pour un char. Là. Non. Mais ça pourrait être, genre, par exemple, si tu achètes un yacht, c'est 15 % de la valeur. Ou tu achètes un jet privé, c'est 10 % de la valeur. C'est ce genre de taxe-là que je défendrais. Mais le principe demeure le même. C'est n'importe quoi dans lequel le contribuable peut s'échapper facilement. Ça fait en sorte que tu contrains l'État à faire les choses qu'il devrait faire. Mais dans ton État des Caraïbes, il n'y aura juste pas de taxe qui va rentrer. Parce que je veux dire, si je suis très riche, il n'y a absolument aucune taxe qui s'applique à absolument rien, puis j'en veux un yacht, je veux dire, je ne l'achèterai pas sur ton île. Non, mais si tu consommes juste des yachts, oui, mais s'il y a d'autres choses dans la vie que les yachts,
puis que je te dis c'est la seule taxe que je te charge, puis si tu viens ici, ben tu vas devoir payer plus cher pour ton yacht, mais tu n'auras pas d'impôt sur la capitale, je vais juste fournir des biens publics, je ne vais pas te taxer pour redonner à mes amis sur l'île, il n'y aura pas de recherche de rente, il n'y aura pas de groupe d'intérêt qui vont avoir des protections spéciales, tu ne vas pas être en train de payer pour faire des transferts à d'autres personnes, tu vas uniquement payer pour financer des biens qui sont vraiment que sans le marché, que si le marché s'en occupait, il n'y en aurait pas assez. Donc, genre, par exemple, une police, ben, je te garantis ta sécurité si tu payes 10 de plus pour ton bateau, mais ça veut dire que ta maison va être protégée, la police va être là quand quelqu'un va t'attaquer. Ben, la personne peut dire dans ce cas-là OK, oui, je suis moins confortable sur la dimension du yacht, mais je suis beaucoup plus confortable sur toutes les autres. Donc, je peux faire des investissements, je peux faire de la croissance économique, puis tu peux avoir un résultat qui est bénéfique dans le long terme, même si dans le court terme, tu as utilisé la pire méthode de taxation possible. Parce qu'au niveau de la redistribution de la richesse, historiquement, les humains allaient le faire avec le caritatif à l'époque. Puis c'est même un peu que l'histoire des assurances montre que les assurances elles-mêmes ont été créées dans le sens qu'on se disait que c'était plus intelligent d'avoir... des mutuelles. Exactement, des trucs comme ça pour dire, ben, s'il y en a un qui passe au feu, le fait que tout le monde a payé une prime dans l'année fait en sorte que c'est plus intelligent d'agir de cette façon-là que de rebâtir avec des corvées à chaque fois. Tu sais. C'est un peu ça qui a amené la création des assurances. Mais je veux dire, sur ton île des Caraïbes que tu décris, où est-ce que la seule taxation serait sur des produits de luxe, est-ce qu'on pourrait être assez utopiste pour penser, de dire qu'éventuellement, ça pourrait même de l'argent qui est fourni volontairement pour s'offrir des services de sécurité ou de justice? Bien, il y a une autre méthode de taxation qui est très peu discutée dans l'histoire. Puis là, ça, c'est pas controversé, ce que je vais dire. C'est le financement par les loteries. Ouais. Historiquement, en fait, les loteries étaient une grande portion des revenus de l'État, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et la raison pourquoi c'est optimal, c'est parce que, c'est absolument volontaire. Mais tu dis, ben, on fait une loterie, la personne a aussi un bénéfice additionnel qui est la valeur espérée de gagner le lot en jeu. Donc, la personne va obtenir, si elle perd, ben, le bien public va pouvoir être financé, donc disons la police ou un service. Pour la même raison, Vincent, ça n'a pas besoin de le compliquer, pour la même raison que plein de groupes se finançaient avec des moitiés-moitiés pour des événements. C'est la même raison que c'est efficace pour l'État. Si c'est bon pour un club de hockey, c'est bon pour le gouvernement, finalement. Tout à fait. L'idée, c'est ça. Donc, ce genre de méthodes-là sont probablement beaucoup moins distorsionnaires, mais aussi les gens peuvent se déplacer, ils peuvent décider de ne pas consommer. Plus tu donnes d'options aux contribuables de ne pas contribuer, plus tu t'assures que l'État va financer des choses qui vont augmenter la tarte économique parce absolument que c'est la seule manière qu'il y a plus de revenus. Donc, des choses qui sont absolument utiles. Puis là, ça veut dire que je n'ai pas besoin de définir c'est quoi exactement ça pourrait être un service, ça pourrait être un revenu minimum garanti, ça pourrait être une multitude de différentes choses, mais là, j'ai juste besoin de dire que ce que tu veux, c'est que tu dois forcer l'État à être incité à faire des choses qui sont véritablement alignées avec les incitations, avec les désirs du groupe de gens qui le dessert. Parce que je comprends la logique. Mettons, on joue à SimCity du gouvernement. Là. Tu reconstruis tout à la base, puis on part from scratch pour créer ce gouvernement-là. Ben, on est dans une situation où est-ce que les premières dépenses publiques qu'on implante vont définitivement contribuer à l'augmentation du PIB de la place. Parce que, justement, ils vont être facilitatrices. Ça va faciliter les échanges. On va être dans un monde où... Un cadastre. Le niveau de confiance interpersonnelle va augmenter chez les individus avec ce qui va être déployé. Et d'abord et avant tout, les premières choses qui vont être déployées vont être la mise en force des contrats, les droits de propriété, tous ces trucs-là qui font définitivement augmenter le PIB quand tu les implantes, qui nuisent absolument pas. Le problème qu'on a présentement, c'est quand on vit dans la Statrix actuelle, c'est qu'à peu près tout ce que le gouvernement fait, on a l'impression que ça attaque négativement le PIB. Je veux dire, on vit dans une époque où est-ce qu'on parle vraiment beaucoup de tarifs, là, puis de la mauvaise manière, par exemple. Aux États-Unis, là, on veut protéger notre industrie, on va mettre des tarifs sur l'acier, puis sur l'aluminium, puis blablabla. Ben, ça va attaquer négativement le PIB des États-Unis eux-mêmes. On parle beaucoup du Canada ou du Mexique, mais ça va en soi attaquer le PIB des États-Unis eux-mêmes.
Fait que t'es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis à toutes les fois que le gouvernement prend une décision, on est quasiment dans un monde irréel où est-ce qu'à toutes les fois qu'ils prennent une décision, on vient systématiquement attaquer les possibilités de croissance économique de la place. Alors que si tu pars vraiment un gouvernement from scratch, c'est que les premières choses que tu mets en place, c'est le contraire. Ils vont définitivement augmenter le PIB de la place. Et c'est pas parce que tu vas subventionner les entreprises, bien évidemment. Là. Non, effectivement. Puis non seulement ça, mais l'argument que je fais, c'est que dans ce cas-là, ce que tu dis, c'est que le mécanisme de taxation lui-même est une contrainte sur le politique. Tu le contrains à faire les choses qui devraient être faites et ne pas faire les choses qui sont uniquement pour son intérêt propre aux politiciens, ou est-ce qu'il essaie de récompenser des amis du parti ou des choses comme ça. Tu veux créer un mécanisme. C'est que dans la manière de taxer, il y a la contrainte elle-même. Fait que c'est pour ça que quand des gens me disent ça devrait être quoi que les politiciens devraient faire, ma réponse est je ne sais pas c'est quoi la meilleure manière de taxer, mais le principe devrait être toujours le même. C'est que tu veux que la manière de taxer agisse elle-même comme une contrainte. Ça peut être pour l'exemple qu'on a donné avec l'île dans les Caraïbes, que j'aime beaucoup pour des raisons évidentes, que c'est moi qui les décide, mais aussi des fois, ça peut être juste par des contraintes technologiques. Fait qu'au 19e siècle, quand tu avais par exemple des tarifs, puis que tu pouvais juste utiliser les tarifs, bien, les tarifs étaient très élevés, mais l'État demeurait très petit. Pourquoi? Bien, parce qu'il ne pouvait pas trop taxer les tarifs. Donc, le tarif, tu avais un débat à l'époque qui s'appelait le tarif de revenu ou le tarif de protection. Le tarif de revenu, c'est qu'il y avait un taux de tarif que tu faisais. Tu n'empêchais pas tant les échanges que ça. Tu les empêchais un peu, mais tu générais assez de revenus. Puis tu avais le tarif de protection que là, tu perdais beaucoup de revenus, mais tu protégeais les industries de la concurrence. Mais à l'époque, la raison que ce débat-là existait, c'est que toutes les autres manières de taxer n'étaient pas disponibles. Tu ne pouvais pas avoir une bureaucratie d'impôt sur le revenu. Tu ne pouvais pas avoir une bureaucratie de la taxe de vente. Tu pouvais juste avoir des tarifs. Fait que l'effet étrange du tarif dans cette période-là, qui crée beaucoup de confusion dans les tests empiriques, c'est que le tarif avait un effet positif, étrangement, dans la régulation du comportement politique. Quand tu as enlevé cet aspect-là, c'est pas que le tarif était bon, c'était que c'était le paramètre qui fait en sorte que les gens pouvaient substituer d'un vers l'autre. Fait que les politiciens ne pouvaient pas trop grossir l'État. Ça explique pourquoi l'État reste petit. Mais quand ça devient possible pour une bureaucratie plus facilement de grossir, à ce moment-là, ils vont technologiquement se shifter vers la méthode qui extrait le plus. Mais tant que tu respectes le principe de taxe la chose la plus élastique possible, avec la base la plus petite possible, plus tu vas forcer le politicien à mieux se comporter naturellement sans mettre tous tes espoirs dans on devrait faire élire la bonne personne que la bonne philosophie. Non. Le mécanisme de taxation ici a cet effet-là. Puis ça, c'est ma position minoritaire dans la profession. Mais bonne, approuvée. Il y a beaucoup de gens qui la défendent, puis il y a un exemple classique de ça, c'est empiriquement encore débattu, mais c'est assez débattu pour que les gens se disent qu'il faut qu'on continue de faire des recherches. Les taxes de vente sont associées généralement à des États plus gros. Donc, les Value Added Taxes, il y a un débat. Est-ce que si tu as une taxe de vente sur la valeur ajoutée, comme la TPS, la TVQ, est-ce que ça fait grossir l'État? Puis, il y a à peu près un papier sur deux qui a l'air de dire que oui. C'est juste que la conclusion logique de pourquoi tu as ça, c'est tout le mécanisme. Parce que c'est trop facile de ramasser de l'argent. C'est trop facile de ramasser de l'argent, puis ça veut dire que c'est trop facile de faire des conneries avec l'argent. Exact. Point numéro... opinion controversée numéro 2. Oui, celui-là, c'est probablement mon plus controversé de la gang. Si tu veux faire des réformes, il faut que tu laisses les méchants se graisser la patte. Ouais, finalement... Quand le maire de Laval corrompu est en place, la ville était peut-être mieux gérée un peu. C'est ça que tu es en train de dire, là? C'est pas tant ça que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire que une fois que une fois que l'État est présent dans un domaine, tu peux plus quitter sans un coût important à payer. Je pense que le bon exemple de ce que tu es en train de dire là, c'est quand Doug Ford, sorti en disant qu'il allait peut-être réouvrir la Green Belt. La première affaire qui est sortie, c'est des gens qui disent « Ouais, mais là, c'est plein de monde proche du politique, des promoteurs qui vont profiter de ça. » Tout ce que tu dis, c'est « OK, peut-être, mais c'est quand même nécessaire. » Oui,
effectivement, en fait, je dis que c'est la seule condition que tu peux avoir des réformes. Puis cet aspect-là de mon raisonnement, je l'ai commencé. Le premier article que j'ai écrit sur des politiques publiques directement dans un journal scientifique, pas un truc purement historique, c'était sur la privatisation en Serbie. Et ça a l'air plate, là, mais puis ça l'était, mais c'était quelque chose, le résultat était contre-intuitif pour moi parce que la chose que tout le monde disait, c'était, ben, quand les pays, après la chute du communisme, font la transition, les marchés fonctionnent plus. Les marchés ont été complètement déréglés par le communisme. Il n'y a plus de signal de prix. Il faut qu'il figure. Fait qu'il faut que tu crash course à travers ça. Right? Tu peux pas apprendre autre que sur le tas. Donc, ce qu'on se disait, c'était, ben, comme le dernier pays à faire des privatisations, c'est la Serbie, après, à cause de la guerre aux Balkans, ils sont les derniers à faire des réformes sérieuses. Bien, ils ont toute la capacité d'apprendre des autres. Donc, la privatisation en Serbie aurait dû avoir des résultats supérieurs à, disons, en République tchèque ou en Pologne. Puis on trouve que non, c'était même un flop monumental. C'était une privatisation. Puis là, je me suis dit, bien, pourquoi ça n'a pas marché? Bien, un des trucs dans l'article qu'on trouvait, c'était qu'ils avaient mis dans le processus que pendant 5 ans après la privatisation, ils ne pouvaient rien faire sans l'accord d'une agence gouvernementale, une agence de supervision. Mais une fois que le 5 ans était épuisé, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on a cherché la biographie des gens qui avaient acheté, puis on a réussi à coder ça, puis on a trouvé que ceux qui avaient acheté, c'était tous des anciens membres du Parti communiste qui savaient exactement la valeur de l'entreprise, qui avaient toute l'insider information. Ils ont attendu le 5 ans, ils ont acquis les compagnies à des prix dérisoires. Ils ont attendu 5 ans, puis quand la supervision s'est terminée, ils ont vendu les compagnies à des actifs étrangers. Comme les fameux oligarques en Russie. Là. Exactement, exactement. Mais ici, la chose qu'on disait, c'était, ben, puis j'avais mis une phrase à la fin, je dis peut-être que ça ne serait même pas que la privatisation n'aurait pas pu avoir lieu. Ces gens-là auraient trop résisté si tu leur avais pas donné une cote. Ah, je le crois. Puis depuis, c'est resté. Autrement dit, si tu veux privatiser la SAQ demain matin, il faut que tu payes les syndicats. Offre la possibilité aux syndicats de l'acheter. Puis ça va passer comme du beurre dans le poêle. Non, pire que ça, je suis en train de dire que tu devrais leur donner, disons, que tous les employés de la SAQ devraient recevoir des actions gratuitement. Une certaine facteur, mettons, 45% des actions de la SAQ sont cédées gratuitement. La raison, c'est que tu n'auras pas la réforme sinon. Parce que dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas ça, il y a 2 effets pervers. Tu vas désaligner les incitations des gens qui sont là. Donc, tu peux les encourager à essayer de voler l'entreprise, comme dans le cas de la Serbie, mettons. Mais tu peux aussi les encourager à essayer, pendant le processus de transition, à façonner les règles du jeu pour que ça les avantage autrement. Donc, ça serait, par exemple, qu'on dirait, ce qu'ils ont fait en Alberta, bien, on va libéraliser, mais seulement si les nouveaux commerces ont pignon sur rue différemment. Fait que là, maintenant, c'est ça qu'il y a en Alberta. Tu n'as pas le droit de faire ton magasin d'alcool as part of another building. Il faut que tu aies un building à part. Ah, c'est calme, ça augmente les coûts d'opération, puis ça réduit la concurrence. C'est calme. C'était la manière de coopter les gens qui étaient les anciens agents de l'ancêtre, la LCB, mais la portion retail. C'est la manière que tu les cooptais dans la réforme. Il fallait que tu leur donnes ça. Mais moi, ce que je dis, c'est au lieu de faire ces trucs-là qui sont nocifs, donne-leur un cash payout. Accepte que si la compagnie vaut 100 milliards, il faut que tu en perdes la moitié. Puis l'espoir que tu dois avoir, c'est que les bénéfices vont être sur une longue période de temps et ils vont récupérer. Et ça a une grosse implication. Puis ça, les gens aiment vraiment pas ça. Parce que dans le cas de la SAQ, c'est frappant. Là. Les seuls qui tirent une rente de ça, c'est définitivement pas le gouvernement. Tu regardes la marge de profit qu'il fait, ça se remplace par une taxe d'à peu près 2,5 $, 3 $ la bouteille. Fait que, clairement, ils sont trop tatables. Ben c'est ça, ils sont clairement trop tata pour faire de l'argent avec leur système de vente d'alcool monopolistique. Fait que t'es là, tu te dis, OK, c'est qui tire la plus grande rente de ça? Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est les employés? Ben, définitivement, c'est les employés. Tu regardes les skills des workers là-dessus, tu te dis, je veux pas être plate, je vous apprécie, vous êtes des bonnes personnes, vous connaissez vos trucs, mais vous êtes payés trop cher, les boys. Ils sont 10-15% au-dessus du prix, au-dessus du comparable dans le prix. Exact. Donc, tu sais, c'est une taxe que tu payes, mais que l'État ne collecte pas les revenus, étrangement. Le collecteur est... Fait qu'il faut que tu dédommages l'oligarque, mais l'oligarque ici, c'est le travailleur. Ben, ça revient à ce qu'on jasait avec Marcel Boyer quand il disait le fameux mythe qu'il n'y a pas de profit
dans les organismes ou les institutions publiques. Il y en a un, c'est juste qu'il s'exprime d'une autre manière. Le fameux profit qui aurait lieu si c'était des entreprises privées, là, il est capté par des gens qui, à l'intérieur, se graissent avec toutes sortes de conditions, des hauts dirigeants qui sont super bien payés, etc., etc. Mais ça ne s'appelle pas du profit parce que dans un rapport annuel, on n'appelle pas ça profit, mais c'est une forme de profit pareil. C'est que tu es payé au-dessus de ce que tu aurais eu dans un marché compétitif. Oui, puis dans un marché compétitif, je veux dire, tu n'aurais pas de boni à la performance si tu n'as pas performé. Oui, ça aussi, mais tu aurais probablement... Peut-être que les magasins auraient des produits différents, peut-être que les heures de commerce seraient différentes, peut-être que tu aurais plein d'aspects qui ont une valeur, mais qui n'est pas nécessairement que tu peux mettre $1 facilement dessus dans un rapport annuel pour un comptable, mais que ça a quand même une valeur. Puis si quelqu'un était prêt, disons, à dire, ben pour le même salaire, je préfère quitter mon employeur et aller à la SAQ, ben ça veut dire qu'il y a d'autres caractéristiques de l'emploi qui sont plus désirables, mais c'est payé par quelqu'un d'autre, ici le contribuable d'une autre manière. Bien, là, ce que je dis, c'est les salaires sont plus élevés, puis tous les avantages non monétaires sont aussi plus élevés. Et donc, tu te retrouves avec une situation sécurité d'emploi, le type d'employeur, les heures, la flexibilité, toutes des choses qui ont beaucoup de valeur, mais que quelqu'un paye d'une certaine manière, puis c'est le contribuable. Bien, le contribuable / consommateur. Consommateur, oui. Mais comme il y a une grosse rente, ce groupe-là ne va jamais vouloir aller pour ça. Le politicien ne va jamais vouloir se battre pour ça. Et le consommateur étant tellement le coût étant tellement diffusé sur un grand nombre de personnes que la réforme peut difficilement se passer parce que le consommateur n'est juste pas un groupe d'intérêt particulièrement fort. La seule option que tu as si tu veux éviter la réforme, pour faire une réforme, c'est qu'il faut que tu dises, ben le consommateur, sur 10 ans, il va gagner, disons, 25 milliards en bénéfices additionnels. Ben, on va accepter que la moitié de ça va aller en transfert au groupe pour que la réforme se fasse. Puis c'est plate, mais ça explique deux affaires, ce que je viens de dire. C'est que ça explique pourquoi c'est très difficile de déréglementer, pourquoi il y a très peu d'intérêt dans la déréglementation ou la privatisation ou la libéralisation. Mais le plus important encore, ça explique toutes les choses que je dis. Quand je dis c'est mieux de tout faire pour résister l'action initiale de l'État, parce que c'est plus difficile de défaire, c'est comme le cliquet. Tu peux juste aller dans une direction, puis revenir en arrière, il faut que tu casses quelque chose, puis c'est pénible. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que tu aies un mécanisme de stop qui ralentit les processus. Ouais. C'est pour ça que tous les check and balance, cette position-là, le mûri de l'article que j'ai commencé, celui sur la Serbie, et que j'en suis venu vraiment, quand on parlait des clauses crépusculaires sur les règlements ou les budgets ou les agences, ben c'est de créer des méthodes qui ralentissent l'action législative pour que quand on adopte quelque chose, on est vraiment convaincu que c'est particulièrement nécessaire. Parce que si tu adoptes quelque chose qui n'est pas bon, ben non seulement ça va être pénible à enlever, mais ça va te coûter cher en tabarnak à enlever. Et la société va être plus pauvre de manière permanente. Parce que tu vas avoir eu une période, tu vas avoir une mauvaise politique publique pendant un bon moment de temps. Puis c'est une perte permanente relativement à ce que tu aurais pu être. Parce que si on fait l'expérience de pensée suivante, là, imaginons qu'à Cuba, il y a quelqu'un dans les héritiers du pouvoir. Là, mettons, c'est un Castro, il s'appelle Sébastien Castro, mettons. Sébastien Castro. Dans la dynastie, oui. C'est ça, dans la dynastie. Et lui, en secret, il écoute le trio économique, tu sais. Puis il est rendu libéral, puis tout, mais là, il longe les murs parce qu'il ne veut pas se faire mettre une balle dans la tête. Puis lui, il attend son tour. Et à un moment donné, dans 10 ans, mettons, il devient président je ne sais même pas comment il s'appelle là-bas exactement, leur titre, là, mais président de la République socialiste cubaine. Mais là, lui, mettons, il veut changer. Là. Depuis, ça fait 10 ans qu'il se dit faut que ce style-là, ça se libéralise. Ouais, mais partout, dans tous les postes de l'État, puis dans tout ce qui est contrôlé par le gouvernement, il y a des gens qui sont là, qui tirent avantage de ça. Tout ce que tu dis, c'est... il y en a qui ont des guns là-dedans. Là. Sébastien Castro, s'il n'assume pas que des gens vont se graisser puis qu'il va devoir les compenser dans le processus de libéralisation, ils vont l'assassiner. Il est mieux de checker son café parce que ça se peut qu'il y ait du polonium ou je sais pas quoi dedans. C'est pas mal ça. Le bon vieux polonium russe. Ça veut dire que la seule manière que tu peux sortir, c'est soit que tu leur donnes une compensation ou bien tu leur garantis pas de pénalité.
Fait que ça voudrait dire genre. Puis ça, c'est des... Fait que là, la c'est moi Russie qui sort du communisme, ben, l'Union soviétique qui devient la Russie qui sort du communisme, il n'y avait pas le choix de créer des oligarques, autrement dit. C'est pas mal ça que tu es en train de dire. Là. Il y avait peut-être d'autres manières de compenser, mais quelque chose de la nature de ça devait se produire. Puis ça voudrait dire, par exemple, qu'à Cuba, ça serait que tous les membres du parti dirigeant sont graciés de tous les crimes qu'ils ont commis. Puis c'est poche, mais sinon, tu t'exposes à plus de coups d'État. Puis je veux savoir c'est quoi le meilleur exemple de ce que je viens de dire? Pinochet. Pinochet, ce qui lui avait été garanti pour qu'il fasse la transition à la démocratie, parce que lui, il faut que tu t'imagines que c'est le dictateur. Pourquoi est-ce qu'il redonnerait la démocratie aux Chiliens? Il n'y a aucune raison parce qu'il savait qu'il allait se faire poursuivre. Mais la Constitution lui a donné une amnistie qui durait, je pense, 10, 15 ans, quelque chose comme ça. Il était amnistié de tous les crimes qu'il avait commis. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il a accepté de réduire, de quitter le pouvoir à toute fin pratique et donc de faire la transition vers la démocratie. C'est poche, c'est triste, c'est humiliant, je trouve. Ben, c'est ce qu'on fait dans le système de justice souvent quand on arrive puis tu réussis à mettre le collet sur un membre middleman un peu de la mafia ou de la pègre ou name it. Faut que tu lui donnes quelque chose pour qu'il collabore. Ben exactement. Si tu veux aller chercher le gros poisson en haut, t'as quasiment pas le choix de dire ben écoute, je sais que ce gars-là, il a tué du monde, je sais qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas correct, il a violé une fille à tel âge ou tout ça. Mais je t'offre une nouvelle identité, puis on te parque quelque part avec une protection. Puis... Ou même un montant d'argent avec cette protection-là. Ouais. C'est poche à dire, mais le monde étant une place dégueulasse de plusieurs manières, there is a cost of doing business. Puis si ce cost of doing business, c'est de garantir une démocratie libérale avec des droits et libertés civiles pour tout le monde pour 50 ans, seems like a small price to pay. Ben, let the fucker live. Ça montre tout le temps aussi que, tu sais, quand t'es jeune, t'as 23, 24 ans, t'as un idéalisme, puis là, t'as fait plein de lectures libertariennes, puis là, tu dis, écoute, la vallée de Ayn Rand, on l'implante, puis ça va bien aller. Tu sais, il y a une phase dans notre vie où est-ce qu'on vit ça un peu. Ben, tu sais, une petite dose de réalisme là-dedans, ça fait pas de tort. C'est de dire, écoute, c'est pas le monde dans lequel tu vis, ce monde-là n'existera jamais, c'est pratiquement impossible, sauf que si tu veux augmenter les droits et libertés individuelles, si tu veux augmenter la responsabilité individuelle, c'est faisable, mais sois prêt à faire des concessions. Puis ces concessions-là, c'est qu'il y a des gens qui ne devraient pas s'enrichir qui vont s'enrichir. Il y a des gens qui vont être compensés, même si tu trouves ça cave. Et puis, ces gens-là vont avoir été des rentiers puis des bénéficiaires de l'ancien système. Mais si tu veux aller dans une voie de plus de liberté, ben, tu dois avoir une cassure, puis toute cassure implique une compensation pour le rentier en place. Exactement. Ben, les régimes communistes avaient compris ça aussi, là, si on va de l'autre sens. Là. C'est-à-dire qu'ils savaient bien que les gens ils ne voudraient pas collaborer à un système dans lequel, même si tu travailles puis tu produis, ben, on ne te donne rien. C'est pour ça qu'il y avait d'autres mécanismes. Fait que si tu parles à des gens qui ont vécu dans ces pays-là, ils vont te le dire, ben mettons, tu n'étais pas nécessairement payé plus cher, mais si tu étais, on va dire, un genre de maire de ville ou directeur d'école, ben, tu avais un statut spécial un peu. Quand c'était le temps d'avoir un automobile, tu passais en avant du monde sur la liste d'attente. Tu étais des fois relocalisé dans des plus beaux quartiers, protégés un peu. Fait que même eux savaient qu'ils devaient donner des incitatifs pour que les gens continuent de collaborer. Parce que sinon, pourquoi je serais directeur d'école? Si je suis payé le même prix que le concierge, puis j'ai aucun avantage social. Expliquez-moi pourquoi je me ferais chier à être le directeur de l'école. Je vais aller passer le balai. The world is messy and you have to deal with it. C'est la seule chose que je peux dire. Puis, mais ça a aussi des implications dans ce que je viens de dire parce que ça explique pourquoi toutes les tentatives de reconstruire des nations avec l'usage de la force, on va arriver ici, là, on va imposer une démocratie. Ça ne marche pas. Parce que tu avais déjà un sentier qui avait été suivi. Les gens avaient des traditions, puis tu avais des groupes d'intérêt qui existaient. Puis tu ne vas rien réformer en imposant par la force quelque chose. Autrement dit, au lieu de crisser les talibans dehors, il aurait fallu corrompre les talibans comme du monde dans le système que tu veux implanter. Ben, au pire, si tu veux vraiment faire des changements, peut-être financer des non, mais c'est vrai, terroristes ou des choses comme ça. Mais des impliqués dans le gouvernement. Je veux dire, on rentre en Afghanistan, tu dis là, il faut mettre en place une démocratie.
Mais en sacrant les talibans dehors, en les interdisant l'accès au pouvoir, toutes ces affaires-là, je veux dire, on faisait juste nourrir un adversaire qui attendait son tour. Puis ils ont attendu 20 ans, mais ils ont attendu pareil. Puis la minute qu'on a levé les feuilles, c'est qui a repris le pays? Ben, c'est eux autres. Ben, je sais pas si je dirais ça de même, mais la manière dont je le dirais, c'est que tu peux pas construire quoi que ce soit de manière permanente sur un principe purement idéaliste. Ouais. Malheureusement, une fois que l'État existe, une fois qu'il est présent et qu'il a fait ses interventions, ben, il n'y a pas de manière facile vers un meilleur monde. Il y a des compromis à faire, puis des fois, c'est des compromis qu'on n'aime pas, puis qui sont déplaisants, mais que la seule raison que tu es prêt à les faire, c'est que le chemin devant est meilleur. Mais ça explique pourquoi les reconstructions sont souvent des échecs, les deux grandes exceptions étant l'Allemagne et le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont les deux grandes exceptions, mais la norme de failed state building, Afghanistan, Somalie, Irak, Liban, tu peux toutes les nommer, ça finit tout le temps par être des calices de flop. Parce que malheureusement, tu ne peux pas effacer le passé, tu ne peux pas recommencer à zéro. La seule manière que tu peux faire ça, c'est qu'à un moment donné, tu dis écoute, I hate you, you're a despicable human being. Mais malheureusement, si on veut que tu t'en ailles, ben, il faut qu'on te donne de quoi pour que tu t'en ailles. Fait que la lubie un peu américaine de la CIA, puis la USAID, puis tout ça, de faire tomber des gouvernements ou des trucs comme ça. C'est de l'argent mal investi dans ta tête. Là. Non seulement ça, mais il y a plein d'articles scientifiques. Genre, mon collègue Kevin Greer a fait des articles sur les coups de la CIA-backed coups. Puis, en fait, son papier s'appelle juste coups. Ça montre à quel point c'est cool la vie quand tu peux juste mettre un mot dans le titre de ton article. Puis, mais il montre qu'il n'y a aucun des coups que le pays est mieux après qu'avant. Même des fois en comparant le pays face à d'autres qui avaient des régimes communistes. Fait que, des coups contre des communistes, c'était pire que de laisser les communistes en place. Parce que la stabilité est préférable au chaos, généralement, dans bien des places. Oui, mais ça veut dire que le monde est imparfait, puis tu dois dealer avec, puis tu peux pas construire un monde nouveau par la force. Mais voir les États-Unis backer de ça tranquillement, pas vite, c'est quand même pas une mauvaise idée, je pense. C'est pas une mauvaise chose pour la planète au grand complet. Ben, moi, je pense pas que c'est si back de ça. Le truc sur Gaza qu'ils ont annoncé récemment me semble dire que l'idée qu'ils peuvent faire du state building est encore très bien vivant et toujours aussi stupide que ça a été par le passé. Puis ça va finir de la même manière que toutes les autres tentatives de state building finissent. Puis même ça, mon collègue Chris Coyne a travaillé sur le cas du Japon puis de l'Allemagne, qui sont les deux grandes exceptions dans les reconstructions state building. Même lui, il souligne que c'est pas exactement des blank slates parce qu'ils ont tout recommencé, puis il y a eu énormément de co-opting. Par exemple, au Japon, il y a eu plein d'amnisties qui ont été faites de gens qui avaient été jugés au tribunal international. Dont l'empereur, à la base, là, je pense que ils ont gardé l'empereur, mais même il y avait des gens qui avaient été jugés coupables durant les Tokyo Trials qui ont été graciés malgré qu'ils avaient eu la prison à vie. En Allemagne aussi, là, dans le fond, mettons que tu es en Allemagne en 1959, tu as affaire avec un truc au gouvernement. Là. Le pourcentage de chances que tu es en train de communiquer avec quelqu'un qui a déjà envoyé des gens dans un camp, là, il est élevé. Là. Oui, il n'avait pas purgé tous les fonctionnaires du pays un par un. Non. Mais puis mais comment tu veux faire autrement? C'est ça l'affaire. Non, c'est ça, tu peux pas. T'es dans une série de mondes imparfaits, puis c'est tous des choix de marde. Mais il y en a un des choix de marde qui est moins de la marde que les autres. Puis c'est celui qui t'amène vers plus de croissance économique dans l'avenir. Puis souvent, c'est même la meilleure manière, avec le temps, souvent même, de punir les mauvaises personnes une fois que ça devient possible de le faire. C'est pour ça que tous les efforts, par exemple en Allemagne, après la guerre, de réconciliation avec les atrocités commises, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les efforts ont commencé vers les années 60 quand ces gens-là étaient moins influents, quand ils avaient perdu de l'importance, quand tu avais une nouvelle groupe de gens. Et c'est là que tu as commencé à avoir des procès, que tu as commencé à avoir des gens plus low-level qui ont été tracked down, que tu as eu, parce qu'à un moment donné, tu as permis un nouveau set de circonstances dans lequel
les Serge Klarsfeld de ce monde et tous les autres ont pu commencer vraiment sérieusement à faire la traque aux nazis. Ben, malheureusement, dans un monde avec toutes les juste le temps ben, qui change ça. Quand le président français tient la main du chancelier allemand dans le cimetière, je veux dire, ça peut pas arriver en 1946. Là. Ça peut pas arriver en 1946, puis ça peut pas arriver autrement. Parce que, ben, tu sais, regarde, juste un exemple. 1955-56, il y a eu la communauté de l'Europe de la défense, dans laquelle on parle d'amener l'Allemagne à bord. Et une des caricatures françaises contre ça, c'est des colombes qui volent ensemble sur un fond noir, mais qui font la croix gammée comme héritage. Et ça dit, tu peux pas faire d'alliance avec les Allemands. On n'était pas encore prêt 10 ans après. Là. Exactement. Alors, fait que, tu sais, malheureusement, des fois, ce qu'il faut que tu fasses, puis c'est pour ça qu'on a fait l'épisode sur la croissance économique qui règle les problèmes dans le long terme, bien, si tu génères de la croissance, tu permets au passé de s'effacer, de passer en arrière, mais aussi ça permet aux gens de plus facilement s'attaquer au passé, de plus facilement le gérer parce que ben, c'est plus autant un poids mort avec toi. Puis malheureusement, des fois, ça veut dire que pour te rendre à ce point-là, il faut que tu fasses au minimum un compromis temporaire. Puis ça, c'est ma position que chaque fois que j'en parle avec des collègues, je sais que c'est une position que est absolument d'un cynisme absolument assumé. Mais il n'y a pas d'autres options. Fait que si tu veux que Castro s'en va, ben, c'est exactement la photo que j'avais en tête. Vincent aime l'iris. Ça, c'est sa position la plus controversée. Mais personne ne l'avait dit encore depuis le début. Fait que mais je les aime. Ils existent pour que... Écoute, tout le monde a le droit d'avoir un punching bag. Exact. Pensez-y pareil. Je veux dire, cette photo-là, oui, elle est iconique, mais je veux dire, c'est 1984. Là. Ben oui. Ça n'a pas été fait le lendemain. Là. Non, je te garantis que si tu avais fait ça 20 ans plus tôt, tu aurais eu des émeutes en France. Puis surtout que, note sur la photo que celui à gauche, c'est Mitterrand, un socialiste. Jamais un socialiste aurait été jugé beaucoup plus agressivement à ce moment-là. C'est un gars qui a collaboré pendant la guerre, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est un détail. Hein, j'ai toujours aimé comment, à un moment donné, j'écoutais un documentaire sur France Inter où est-ce que tu avais Jean-Luc Mélenchon dans le documentaire qui essayait une réponse vraiment étrange pour expliquer que Mitterrand avait reçu l'ordre de la Francisque. De la part du maréchal Pétain. Puis t'es là, oui, c'est ça, en lien avec le maréchal Pétain. Puis j'étais là comme, je comprends pas ton explication. Ça a clairement l'air de te rendre inconfortable. Ça me fait plaisir de voir que t'es inconfortable. Mais vu que c'est un socialiste, c'est pas grave, il a le droit. Alors, il y a des gens que leurs opinions sont tolérées parce qu'ils ont des bonnes opinions. C'est ça. Point numéro 3 et dernier de ce podcast. Ben, celui-là, il n'est pas si controversé que ça. Je te dirais que celui-là, c'est comme un 60-40 proposition où est-ce que tout le monde pense que d'avoir une seule compagnie sur un marché, c'est nécessairement un signe de monopole. Alors que moi, je dis non, vraiment pas. En fait, même là, des fois, même si une compagnie avait un monopole, tant qu'elle peut être remplacée par d'autres compagnies dans l'avenir qui vont innover puis rendre son produit caduc, tu devrais vouloir ça. Fait que si, mettons, aujourd'hui, tu as Amazon qui fait une grosse partie des ventes sur Internet, mais c'est pas parce qu'elle est tout seul ou qu'elle fait pour exagérer, qu'elle fait 90% des ventes en ligne que c'est nécessairement mauvais. L'argument, c'est que si tu encourages les gens à essayer d'innover pour avoir 100% du marché ou 90% du marché, ne serait-ce que pour de manière temporaire, ben c'est pas un problème. En fait, c'est quelque chose que tu devrais désirer de manière dynamique, d'avoir un certain degré de market power, parce que c'est ça qui encourage l'innovation. Le seul critère que tu dois avoir dans ce cas-ci, c'est est-ce que quelqu'un peut challenger la firme qui est incumbent, celle qui est déjà établie, soit par des nouveaux produits, soit en copiant le produit, mais pour moins cher. Ben, il faut que tu permettes. C'est la seule condition nécessaire de la concurrence. Fait que toi, les lois pro-concurrence qui font en sorte qu'on sacrifie des mergers et acquisitions de temps en temps parce qu'il y aurait une part trop dominante du marché, pas un fan de ce type de législation-là. Oui, c'est là que ma position la plus impopulaire arrive, parce que ce que je viens de dire, c'est une variante du modèle de compétition monopolistique. Puis il y a 3 modèles, Grossman, Helpman, Dixit, Stiglitz, puis j'en oublie un.
Pas moi, je vais t'aider. Il y a 3 modèles. Il y a 3 modèles qui Ouais. te permettent d'avoir de l'innovation avec ce système-là, même si à n'importe quel moment, tu as une inefficacité économique, comme elle permet au marché de s'agrandir, ben cette inefficacité-là, dans le long terme, elle est plus que compensée. Mais ça, c'est pas particulièrement controversé. Par contre, c'est la réponse que j'ai qui est controversée, c'est que le Bureau de la concurrence ne devrait pas exister. Le Federal Trade Commission ne devrait pas exister. En fait, la seule... FTC, si tu voulais avoir un bureau de la concurrence, il devrait constamment lister les manières que l'État crée des barrières à la concurrence. On avait fait un épisode là-dessus où j'avais dit que si tu me forçais à garder le bureau de la concurrence puis que j'avais mon Caribbean Island, mais la seule chose que je dirais, c'est qu'est-ce que tu peux lister et tu dois lister toutes les manières que l'État a réduit la concurrence dans ce secteur-là en menaçant la capacité de gens d'entrer. Donc, est-ce qu'il y a des licences trop coûteuses? Est-ce qu'il y a des barrières à mixer des produits ensemble pour essayer de produire de manière différente? Et ça, c'est une position que quand je dis ça, même les économistes qui partageaient le raisonnement que j'ai sont là comme « Wow, c'est extrême! » Je suis là. Oui, il ne devrait pas avoir de bureau de la concurrence. Mais je comprends un peu l'idée. C'est que dans le fond, reprenons ton exemple d'Amazon. Amazon est un joueur très dominant. 90% des transactions se font là, admettons. Ce n'est pas des vrais chiffres, vous comprenez. Toi, ce que tu dis, c'est que le 90% n'est pas un problème. Si et seulement si, un concurrent potentiel peut arriver à le faire relativement facilement. Ouais. Ou quelqu'un produit un nouveau produit qui remplace ça au complet. Oui, exactement. Donc, le concurrent potentiel n'est pas connu aujourd'hui. Il n'existe pas parce qu'Amazon a 90% du marché. Sauf que si la législation présentement en place fait en sorte qu'à tout moment, quelqu'un pourrait essayer de le compétitionner relativement facilement, sans trop de barrières à l'entrée, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais la seule façon que ça n'arrive pas, c'est qu'Amazon continue à donner un service à la clientèle top-notch à ses clients, continue d'innover, continue à offrir une plateforme technologique intéressante, une capacité à délivrer les biens relativement rapidement aussi. Parce que s'ils réussissent à faire ça, ils vont maintenir le monopole en place, mais le fait qu'un joueur pourrait le concurrencer à tout moment fait en sorte qu'ils vont continuer à être dominants. C'est un peu un paradoxe d'une certaine façon. Mais si tu arrives et tu protèges Amazon en disant non, on veut que cette compagnie-là soit américaine, on veut pas que vous achetiez sur Temu. Temu, c'est de la merde. Si tu veux acheter là-dessus, tu vas avoir des frais supplémentaires, tu vas avoir des frais de douane, des trucs comme ça. Ben là, on va engrosser ou on va engraisser un peu le joueur dominant. On va le protéger, on va mettre des barrières à l'entrée à ses compétiteurs. Et là, le consommateur va commencer à se faire exploiter par la compagnie dominante. Mais si à tout moment, une compagnie chinoise peut venir faire chier Amazon, Amazon risque d'être performant très longtemps. Là. Oui, ou tu peux avoir même des trucs comme dans le temps avec BlackBerry. BlackBerry a eu une grosse part de marché pendant quelques années. Puis c'est pas qu'ils ont arrêté d'innover, c'est qu'ils ne savaient plus comment innover après, puis ils ont juste été remplacés par d'autres produits plus innovateurs. Fait que ce que tu as, c'est que tu as comme un roulement où est-ce que tu as toujours une firme qui est gigantesque, mais elle dure 2-3 ans, puis après ça, elle meurt. Puis, mais pendant ces 2-3 ans-là, raking the money, bringing the dollar bills, man, puis how do you sleep? On a bed made of money. Puis, mais à cause de ce bed made of money qui était disponible, si tu innovais, que la personne va innover pour commencer. Fait que l'espèce de paradoxe, c'est que l'attraction du pouvoir de monopole crée l'incitation à innover. Dans ce cas-là, ton seul garantie que le monopole ne t'abuse pas de manière de long terme. Donc, de long terme, tu ne te retrouves pas dans une situation appauvrie par la dominance d'une firme, c'est qu'elle doit être challengée, que n'importe qui peut la challenger. Dès qu'elle relâche sa garde dans l'innovation, quelqu'un peut rentrer. Dès qu'il y a un nouveau produit qu'une personne, puis elle ne peut pas voir le nouveau produit, elle n'a aucune idée que c'est que par exemple, la câblo-diffusion va remplacer la télévision cathodique, que Netflix va tuer Blockbuster, que tu ne peux pas imaginer la forme de concurrence, puis là, d'un jour au lendemain, ton produit est complètement désuet. C'est ça que tu veux avoir. Tu veux avoir la destruction créatrice disponible à n'importe quel moment. Mettons qu'on prend un exemple un peu plus niché, là, qui illustre ce que tu es en train de dire, c'est, imaginons qu'on est à, je sais pas, on est à Chicoutimi. Et là, à Chicoutimi, il y a c'est pas le cas, là, mais j'invente une histoire. À Chicoutimi, il y a une entreprise qui possède tous les taxis de la ville. Mais toi, ce que tu dis, c'est que le problème, c'est pas qu'il y ait
un monopole sur les taxis de la Il y a ville. une compagnie. Qu'il y ait une compagnie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si moi, qui vis là, je veux faire du taxi avec mon char, l'État me demande un permis de 200 000 un 52 000 règlements, puis que dans le fond, je peux pas concurrencer le monopole parce que les lois sont arrangées pour empêcher la compétition qu'il y a à ce monopole de taxi-là. Mais s'il y a un monopole, mais qu'à tout moment, Jean-Paul, Sylvie puis Maxime peuvent utiliser leur voiture pour faire du taxi moyennant de quoi de super simple, ben en fait, t'empêches le monopole de s'encrouter. Puis t'empêches la compagnie unique d'agir comme un monopole. Puis la plupart des réseaux sociaux qui ont été créés, tu sais, si tu les regardes tous dans chacun de leurs compartiments, X, sors les Mastodon, sors les Blue Sky, t'es pas capable de concurrencer X dans son créneau. Facebook, on l'a vu, Google+, t'es pas capable de concurrencer Facebook dans son créneau. Par contre, à un moment donné, t'es là, puis tu dis, Facebook ont commencé à dévier à un moment donné. Je pense que c'est le plus bel exemple qu'on peut voir. Facebook s'est rendu vraiment vulnérable en bourse en 2021-2022. Avec les trucs de Meta, là. Avec les trucs, effectivement, du metaverse. Puis ils sont virés complètement cinglés sur cette technologie-là. Puis ils ont laissé leur core business de côté. Ils ont mis tout l'argent en innovation sur un monde virtuel qui allait marcher plus ou moins éventuellement. Mais en bourse, à un moment donné, Facebook s'est ramassé à 7 fois les bénéfices. Là. Il avait pris une méchante débarque. Puis il a fallu revirer le bateau de bord. Puis le bateau, il a reviré de bord à grand coup de licenciement, puis à grand coup de désinvestissement du côté du metaverse, puis éventuellement de refocuser sur leurs produits de base, qui est Instagram et Facebook, qu'on connaît, WhatsApp également. Puis même d'aller une coche plus loin en disant « Ouais, X, ils ont fait 2-3 affaires qui ont du bon sens, il va falloir y aller nous autres aussi. » Fait que là, ils ont réinventé la compagnie, puis le stock en bourse, ça fait carrément ça. Fait que tu sais, je veux dire, la force, même si on peut dire que Facebook est un monopole, on pouvait sentir que Facebook commençait à agir à un monopole peut-être en 2018, 2019, 2020. Parce qu'ils commençaient à investir dans des affaires niaiseuses qui n'étaient pas focus sur leur main business. Tu avais un service à la clientèle un peu de marde. Les producteurs de contenu Facebook, tu sentais, c'est nous autres qui est important, c'est pas nous autres. Là, on fait rire de nous autres un peu chez Facebook. Un peu comme tu faisais rire de toi avec Bell Canada à l'époque quand il y avait leur monopole. Je veux dire, c'était un service à la clientèle crissement de marde. Là, tu sais. Puis là, tu te dis, oh, OK, finalement, il y a eu un wake-up call. Il y a eu un wake-up call sur Facebook. Tu sais, j'aime moi aussi le changement de coupe de cheveux de Mark Zuckerberg et ces affaires-là, mais je veux dire, soyons réalistes. Là. Facebook s'en allait dans le mur. Tu sais, oui, puis en plus c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est que la menace de concurrence est suffisante pour générer de la concurrence. L'équivalent de résultats concurrentiels est généré par la condition suffisante de la menace. Mais quand tu demandes à des fonctionnaires de gérer la concurrence, donc de centraliser la gestion de la concurrence, ben, ils vont tomber sur des métriques un peu niaiseuses de leur côté, puis dire, ben là, si tu as plus que 60% du marché, tu es un danger public sur deux pattes, mon ami. Oui, puis non seulement ça, mais il ne faut pas oublier que quand tu donnes aux législateurs la capacité de légiférer sur quelque chose, les gens peuvent changer leur comportement pour influencer la législation de manière à les bénéficier eux. Donc, par exemple, moi, je vais aller voir la compagnie, je vais aller voir le bureau de la concurrence puis dire que telle compagnie fait des choses nocives. Pourquoi? Ben, parce que ça se voit dans mes ventes. Moi, mes ventes à moi, ils baissent. L'origine de la loi sur la concurrence au Canada, c'était littéralement ça. Tu remarqueras qu'ils ne sont jamais assujettis à leur propre loi, eux autres. Hein, comme par hasard, là, l'État, lui, n'est jamais assujetti à la concurrence et aux problèmes, problèmes du monopole. Non, la journée que l'État prend contrôle de la vente de weed, les policiers débarquent d'un champ illégaux, c'est pas trop long. Oh oui, c'est pour ça que ma position, c'est... Mais la loi la plus niaiseuse qu'on a faite par rapport à tout ça, ça reste que c'est le prix plancher de l'essence dans l'objectif de protéger les petites essenceries québécoises pour dire « Hey, ça serait scandaleux que des grosses essenceries mettent en place des pompes à n'en plus finir, puis qu'il n'y ait presque pas d'employés, puis qui dominent le marché, puis qui tuent la concurrence locale. » On a créé des prix planchers pour... T'sais, quand tu arrives, tu te dis « À ta peu, tu es rendu... » pour t'assurer qu'il y ait un nombre de joueurs suffisant pour répondre à tes problèmes de concurrence, tu es rendu à obliger le producteur à vendre à un prix plus élevé au consommateur. Hey, ça va la drogue, les amis? Ben, c'est pour ça la phrase « Government is the only source of monopoly ».
Hey, on s'en va sur la partie Patreon. C'est le 2e cours de professeur Geloso, si je ne me trompe pas. C'est le 3e, mais c'est officiellement le 2e. Ça se peut-tu? Parce que tu l'as fait comme le premier en 2 parties. Ah oui, mais il y a une partie qu'on a manqué un petit peu, mais oui. OK. Fait que le 2e cours de prof Geloso, l'historien économique, 101. Non, vous n'aurez pas de crédit universitaire, mais au prix qu'on vous charge, fermez vos gueules. Merci. Non seulement ça, mais vous allez être plus connaissants que les gens de l'IRIS.